Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de La Version Longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, je reçois Maître Mathieu Millejour, qui est un avocat de la région de Vaudreuil-Soulanges, mais qui, depuis l'automne 2020, est devenu le directeur général par intérim de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Alors, évidemment, c'est vraiment une belle rencontre que j'ai eue avec lui. On a parlé de long en large de la région, des défis qu'a amené la pandémie, avec tout ce qui entoure le commerce et les mesures sanitaires. Mais on a vraiment parlé aussi de ce qui s'en vient, de la relance économique, de la mise à jour technologique des entreprises. En tout cas, on a couvert beaucoup de sujets et j'espère que vous allez apprécier. C'était une super belle discussion. C'est Maître Millejour que je dois... Non, Mathieu, c'est assez. Oui, c'est suffisant. Parce que là, c'est la première fois que je mets une chemise, je reçois un avocat, je voulais faire un décorum. Moi aussi, j'ai ressorti mon soupe, là, ça faisait longtemps que là, je les avais pas mis. Oui, c'est ça. Avec la pandémie, j'aime ça commencer avec une question qui a l'air simple, mais que je trouve qui a pris de l'importance. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Je pense que, comme tout le monde, on a chacun des enjeux personnels au travers de la pandémie. Je pense que, comme tout le monde, j'ai hâte que ça soit fini, que j'ai hâte qu'on puisse revenir à la normale, si c'est possible, si ça existe encore, ce mot-là. Mais non, sinon, dans l'ensemble, ça va bien, occupé. Alors, Mais j'ai une question. L'autre fois, j'y repensais, parce qu'avant, il me semble, on se posait, ça va, puis on répondait, c'est comme une espèce de machinal, mais on dirait que cette question-là est plus importante que qu'est-ce que tu fais dernièrement, parce qu'on fait tout plus nécessairement grand-chose. Mais c'est ça, on se connaît vraiment pas. C'est la première fois qu'on se rencontre. J'aimerais savoir un peu sur ton background. Dans le fond, tu es avocat. Comment ça t'est venu, ce métier-là, en fait? Le métier d'avocat? Ouais. Oh, ça date de longtemps. En fait, c'est après avoir écouté un film au secondaire, après avoir écouté Les Hommes d'honneur. Avec Tom Cruise et Jack Nicholson. La fameuse scène. Tout le monde rêve, je pense, de vivre cette scène-là. Alors, j'ai jamais vécu la scène par après, mais c'est ce qui a été l'élément déclencheur, en fait. J'étais en secondaire 1 à l'époque. Alors, j'avais commencé à ce moment-là les démarches pour en savoir davantage, pour pouvoir aller au cégep et à l'université pour toujours me diriger en droit. Et même à ce moment-là, je voulais vraiment devenir avocat pour les forces militaires. Alors, c'était vraiment le film. J'étais vraiment dedans, là. Wow. Alors, ce plan de match-là a changé un peu en cours de route. Quand je suis rendu à l'université, j'ai fait mon cours de droit. J'ai beaucoup aimé le droit commercial. J'ai continué dans cette branche-là. Mais par curiosité, pour vrai, comment ça, c'est parce qu'il y a le cours de droit, mais comment qu'on spécialise, puis justement de faire, là, je vais aller en droit militaire. Je sais pas comment ça. Y a-tu vraiment comme une branche? On dirait que j'avais pas réfléchi à. En fait, à ce moment-là, c'est que j'ai pas nécessairement beaucoup de détails, là, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années, même plus que ça, que j'avais fait ces recherches-là. Et je voudrais pas en manquer là, pour ceux qui nous écoutent, là, qui seraient avocats pour les forces militaires, mais en fait, ce que je recherchais à ce moment-là ou les informations que j'avais, c'était que certains programmes de formation étaient soit dispensés dans des collèges militaires soit qui étaient subventionnés par les forces armées, dans le fond. Alors, c'est ce que j'avais commencé à regarder à ce moment-là. Mais pour apprendre que finalement, à l'époque où je regardais, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais le milieu d'avocat pour les forces, le métier d'avocat pour les forces militaires était contingenté déjà, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Ce qui fait en sorte qu'il ne dispensait pas la formation puis il ne la subventionnait pas non plus. Alors, le mot d'ordre, c'est de dire, écoute, fais ton cours, puis par la suite, si tu veux te spécialiser, si tu veux venir dans les forces, tu pourras toujours appliquer à ce moment-là. Fait que mon désir a changé en cours de parcours. Mais c'est bon en disant à secondaire 1, souvent, moi, ça a été long avant de savoir ce que je voulais faire dans la vie, mais de savoir qu'un film a inspiré, je trouve ça. Mais je dirais, mais c'est beaucoup la ténacité après. Ouais, parce que. Je comprends peut-être pas l'objectif d'aujourd'hui, mais je me suis battu beaucoup au travers de mon début de parcours contre cette idée-là, contre ce concept-là, qu'en secondaire 1, secondaire 2, t'es trop jeune pour choisir ce que tu veux faire. Ouais. Attends, t'as le temps.
prends tel cours, tu auras le temps de changer d'idée. Ouais. Ah, tu sais, c'est beau aujourd'hui, mais tu vas changer d'idée. Plutôt que d'encourager, dans le fond, de dire, OK, ben regarde, aujourd'hui, c'est ça. Oui, ça se peut que tu changes d'idée. Ça se peut que tu voudras faire autre chose dans 4-5 ans, mais pour l'instant, je vais encourager ta démarche dans le sens que tu prends. Je me suis battu beaucoup contre les orienteurs à l'époque qui disaient, attends. Les choix de cours, ça a toujours été un combat à chaque année de choix de cours. Parce que quand même été choyé, là, j'avais des bons résultats. À chaque fois, c'était toujours, OK, on va te donner les cours enrichis, physique, chimie, etc. Juste pour que tu aies les options. C'est ça, parce qu'on disait toujours, mais tu auras toutes tes portes ouvertes, les portes ouvertes. Et je disais, quand je suis arrivé finalement pour le choix de cours de secondaire 5, là, j'ai mis mon pied à terre et j'ai dit non, je les prends pas. Pas parce que j'aime pas ça, pas parce que j'ai pas les bons résultats, mais c'était pas nécessaire pour le reste de mon cheminement, parce qu'après ça, je savais que j'allais en sciences humaines au cégep pour après ça me diriger en droit à l'université. Fait que j'ai pris d'autres options de cours en secondaire 5. Je dirais que j'ai eu une très belle année cette année-là. Ça, c'est bon. Mais est-ce que tu es originaire de la région Vaudreuil ou tu es arrivé là? Non, je suis né à Saint-Bruno de Montarville. Okay. J'ai grandi à Mont-Laurier. J'ai étudié à Montréal. Puis par la suite, j'ai déménagé dans Vaudreuil-Soulanges. J'élève toujours ma famille dans Vaudreuil-Soulanges. OK. Puis c'est quoi qui t'a amené dans cette région-là à l'époque? Je suis un gars de région. En grandissant à Mont-Laurier, j'ai été habitué aux grands espaces. Ouais. C'est sûr que de vivre à Montréal, on en prend pour son rhume quand on est habitué des grands espaces. C'est vraiment un changement assez drastique. On passe de très grands espaces à plus petits espaces. C'est que je recherchais ça. On regardait au niveau des régions qui étaient limitrophes. Je savais que mon travail allait... à l'époque, en fait, je pensais que mon travail allait me restreindre au centre-ville de Montréal. Ouais. C'est que je voulais quand même avoir une accessibilité. Je voulais pas être trop loin. On cherchait en périphérie. Puis c'est ce qui nous a amenés vers l'ouest. La première visite qu'on a faite, je me rappelle, première balade, j'étais en moto, puis je trouvais la région tellement belle. Puis j'ai dit, c'est le fun. Il y a des secteurs de concentration. Alors, on voit qu'il y avait certains noyaux urbains, mais en même temps, il y avait de l'espace, il y avait du terrain de jeu, comme j'aime dire. Oui, mais c'est ça. Vaudreuil-Soulanges est comme balancé. Tu as une couple de plus grosses villes et de la campagne en masse. C'est ce qui me fait regarder à Vaudreuil-Soulanges. Ça fait déjà 16 ans de ça. Là, Okay. En fait, je dirais qu'aujourd'hui, Vaudreuil-Soulanges, c'est la région où j'ai vécu le plus longtemps dans ma courte vie, là, mais c'est là que j'ai vécu le plus longtemps. Et tu as ouvert un cabinet d'avocat à Vaudreuil? Mon cabinet, en fait, je suis parti j'ai toujours été en pratique privée, mais je suis parti à mon compte en 2007. J'étais toujours sur l'île de Montréal, mais j'étais dans l'ouest de l'île à ce moment-là. Okay. Et la façon dont on faisait le démarchage, vu que moi, j'habitais à Vaudreuil-Soulanges, moi, je m'occupais du secteur Vaudreuil-Soulanges. J'avais un associé qui s'occupait plus de l'ouest de l'île à ce moment-là. C'est que ça, depuis 2007. En 2015, là, j'ai carrément déménagé mon bureau. J'étais en pratique seule à ce moment-là. C'est que j'ai déménagé mon bureau complètement à Vaudreuil, en fait. Vaudreuil. Et peut-être juste expliquer, là, tu dis que tu fais du droit des affaires, mais ça consiste à quoi, en fait? C'est plus des entreprises avec des contrats ou... C'est large, en fait, comme domaine de pratique. Il n'y a pas vraiment de... Il y a des cours spécialisés en droit commercial. Il y a certains, si on se dirige vers la maîtrise, il peut y avoir comme un cursus plus centralisé ou plus dirigé vers le droit des affaires. Mais sinon, c'est une notion qui est quand même assez large. Yeah. Mais ce qu'on va appeler du droit commercial, du droit des affaires, c'est, oui, majoritairement, on va faire affaire avec des entreprises. Alors, pour répondre aux besoins des entreprises. Alors, je dis toujours, c'est plus facile d'expliquer ce que je fais pas. Ça l'exclut, dans le fond, quand on fait du droit des affaires, bien évidemment, ça l'exclut tout ce qui est volet criminel, ça l'exclut le volet matrimonial, divorce, etc. Pour se concentrer plus vers les entreprises. Les besoins des entreprises, maintenant, ça peut être tant au niveau du contractuel, au niveau du corporatif, qu'au niveau du litige aussi, parce que les entreprises peuvent aller en cours aussi. Alors, il peut arriver qu'il y ait des conflits. Souvent, c'est de l'interprétation de contrat. C'est une mésentente contractuelle entre deux entreprises, mais on peut se rendre en cours aussi. OK, c'est ça. C'est ça, c'est en 2010. Tu es arrivé sur le CA en 2010, tu es arrivé sur le CA de...
de la Chambre de commerce. Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer, en fait, à la Chambre de commerce? J'ai toujours été quelqu'un de très proactif, qui aime bouger. Je ne suis pas quelqu'un... si on se connaissait personnellement, tu verrais que je ne suis pas quelqu'un qui reste en place très longtemps. C'est que j'aime bouger, j'aime m'impliquer. Et lorsque je regardais, en fait, les possibilités d'implication à l'époque, mais pour moi, je trouvais que la Chambre de commerce, c'était comme... pertinent, puis c'était tout désigné dans le fond de l'application. Parce que ça ratisse énormément large une chambre de commerce. Hein. C'est là vraiment pour le développement économique d'une région, c'est que les répercussions d'une bonne économie dans une région vont se faire sentir sur tous ses citoyens. C'est que pour moi, je trouvais ça hyper pertinent de m'impliquer auprès de la chambre de commerce. C'est que moi, j'ai commencé en 2010 comme administrateur à l'époque, puis fil en aiguille, je suis rendu où ce que je suis aujourd'hui, là, mais Oui, mais c'est ça. On peut embarquer déjà là-dessus. Là, tu as accepté le poste de directeur général. Mais est-ce que tu continues à avoir ton bureau d'avocat? Oui, toujours. C'est un mandat à temps partiel et de façon temporaire que j'ai accepté. Peut-être si on fait une petite remise en contexte, c'est sûr que on a appris à l'automne le départ de notre directrice générale. J'étais toujours sur le CA, j'étais toujours dans l'exécutif. Là, comme ça fait 10 ans. J'ai fait 10 ans au conseil d'administration. Sur les 10 ans, je pense que j'ai fait 7 ans au niveau de l'exécutif, donc 4 ans comme président. C'est que j'ai toujours été impliqué au niveau du CA. Quand est arrivée cette décision-là, dans le fond, l'annonce du départ de Mme Lachance, là, qui était notre directrice depuis déjà les 7 dernières années, ça nous a tout le monde un peu pris par surprise, évidemment. Là, c'était pas, ça n'a pas été une décision qui a été prise en mauvais termes. Là. Je veux dire, c'était vraiment... Elle voulait... Elle avait un autre défi à relever, mais toujours est-il qu'en tant qu'organisation, on s'est retrouvés comme du jour au lendemain à devoir trouver quelqu'un en temps de pandémie. Alors, ce qui n'était peut-être pas nécessairement le meilleur contexte pour dire, on va embaucher une ressource pour continuer encore longtemps avec la Chambre. De mon côté, c'est sûr que la pandémie avait eu aussi ses effets au niveau de ma pratique. Alors, un certain ralentissement parce que, entre autres, tout ce qui est le volet litige. Alors, la cour a été fermée pendant un bon bout de temps. C'est que ça a reporté beaucoup de dossiers. C'est que disons que le momentum était là, était présent. C'est que quand j'ai vu ça, j'ai offert mon aide de dire, moi, je pourrais prendre le poste à temps partiel de façon temporaire. Alors, passons au travers de la crise, arrivons, j'avais préparé à ce moment-là un plan d'action que j'ai présenté au conseil d'administration. Je dis, mettons en place ce plan d'action-là, puis par la suite, on pourra voir à trouver une relève de façon permanente dans les prochaines années là, qui pourra prendre la place. Mais est-ce que tu as mis une date limite ou c'est... c'est avec la pandémie. C'est sûr qu'on s'ajuste, mais le plan d'action, parce que comme je disais, je voulais pas uniquement prendre le poste pour passer au travers de la crise. Je trouvais que c'était pas nécessairement réducteur, mais je trouvais que c'était trop limité comme poste, dans le sens que dire, OK, on va essayer de garder la tête en dehors de l'eau pour quelques mois, 1 an, on ne sait pas encore nécessairement combien de temps, puis par la suite, je laisserai la place à quelqu'un d'autre. C'est que le plan d'action qui a été mis en place, que j'ai présenté, est sur 3 ans. C'est une période triennale que j'ai présentée. Vers la fin du processus, le but, c'est à ce moment-là d'établir un plan de relève pour être capable d'embaucher une autre personne à ce moment-là qui prendra le relais, mais à temps plein à ce moment-là. OK. Et puis, revenons un peu, tu l'as mentionné un peu comment ça a affecté ta business, mais justement, quand on a annoncé, c'est le 13 mars là, que tout fermait, comment ça s'est passé pour toi? Justement, tu es en droit d'affaires, donc tu es en lien avec des entreprises de la région. Est-ce que tu as senti le pouls un peu des entreprises? C'est sûr que sur le coup... Et pour toi aussi, personnellement? Oui, sur le coup, pas mal tout le monde a eu peur, est devenu craintif de savoir qu'est-ce qui va se passer, vers où on s'en va. Tout ce qui était comme, je dirais, en processus s'est fait mettre à l'arrêt. J'avais à ce moment-là des clients qui m'appelaient et disaient on va attendre un peu pour ça, on va attendre un peu pour ça, on va attendre un peu pour ça. Comme je disais, après ça, tout le volet litige qui occupait quand même à ce moment-là comme une grande partie de ma pratique. Tout ce volet-là a été carrément mis en pause. Il faut comprendre que dans mon domaine de pratique, l'été, il n'y a pas vraiment de cours qui se fait.
Okay. Alors, la course se fait jusqu'au 24 juin. Okay. Puis ensuite, reprend au début du mois de septembre. Okay. C'est qu'on arrivait avec la période de fermeture, mais tout ce qui était planifié pour mars, avril, mai, juin, même tout ça avait été comme remis. Puis c'est pas dire ça va être remis en septembre, parce que septembre, le calendrier de la cour de septembre, octobre, novembre, décembre est déjà complet. Là, ça va à l'année d'après. Là, pas, ça crée des délais. C'est que ça, au niveau litige, beaucoup de clients, veut pas, ça crée de l'insatisfaction. Des gens disaient, je vais être entendu. Quand est-ce qu'on va être entendu? Alors, c'est d'expliquer aux gens, écoutez, on le sait pas. On va tout le monde. On navigue avec la vague. C'est qu'on verra où est-ce que ça va nous mener quand ça va reprendre. Et je vous dirais que cette incertitude-là est quand même demeurée jusqu'au mois de septembre. Ouais. C'est sûr que durant l'été, là, bon, il y a beaucoup d'entreprises que là, ils ont commencé soit en réouverture, soit en réalignant un peu leur activité. C'est sûr que même les activités juridiques ont repris à ce moment-là au niveau de ces clients-là, mais je peux dire que l'incertitude a quand même duré jusqu'au mois de septembre. De ce que moi, j'ai perçu au niveau de ma pratique personnelle. Peut-être que des gens me diront non, on est encore incertain. D'autres diront non, moi, au mois de mai, j'étais déjà correct, j'étais déjà confiant. C'est ça, mais de façon générale, moi, ça m'a mené comme jusqu'à c'est ça. Parce qu'on c'est ça, on le sait tous, mettons, les restaurateurs, c'est encore incertain en cette date-ci. Là, on est début mars. Là, fait que c'est sûr qu'il y a des secteurs qui, dans des trucs qui sont extrêmement de proximité, eux autres, ça a vraiment pas si bien été, là, contrairement à d'autres entreprises qui pouvaient s'en tirer. Ouais. C'est peut-être ça, l'espèce de... Quand on disait le réinventez-vous, je trouve qu'il y a une limite, dans le sens... Je sais pas comment tu voyais ça. Là. Il y a clairement une limite à se réinventer, ça c'est sûr et certain. Puis déjà, moi, juste le terme réinventer, je deviens un petit peu allergique, là, parce que on l'a entendu beaucoup dans les premiers mois, puis on a continué à le réentendre après. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quand même certaines limites là, à se réinventer, tout dépendamment des secteurs de l'industrie. Là. Je serais curieux d'entendre les restaurateurs nous parler de la notion de se réinventer, là, parce qu'ils on fait beaucoup d'efforts. Là, on peut pas dire que nos restaurateurs ont été inactifs là, dans les derniers mois. Bien au contraire. Là, c'est qu'ils en ont fait des efforts puis de développement puis d'arriver avec des solutions pour être capable d'aller chercher un petit peu de chiffre d'affaires. Puis c'est loin d'être facile. C'est dur parce qu'en plus, c'est ça, tu as plein de restos qui n'avaient pas le système de livraison. Donc, souvent, ils sont comme affiliés à des Uber Eats, Skip de Dishes, tout ça. Mais que eux, là, on s'en doutait, mais qu'ils prennent un 30% sur le truc à la fin. Fait que tu fais on essaie de faire de l'argent, mais on n'a pas l'infrastructure. Fait que tu te mets avec quelqu'un qui prend évidemment une cote. C'est normal, mais c'est ça, tu te dis, OK, mais comment qu'on peut les aider? Ça devient dur à un moment donné. Puis tu as certains types de restaurants, des fois un peu plus haut de gamme, que tu dis, je fais livrer, mais vas-tu faire livrer un filet mignon? Comme... En fait, c'est ça que j'allais dire, parce que il y a quand même plusieurs restaurateurs qui misent sur l'expérience client. Mais cette expérience-là se vit en salle. Se vit quand on côtoie les serveurs, les serveuses, quand on côtoie les cuisiniers. La musique qui est choisie, le décor. Exactement, c'est que ça se vit. C'est une expérience qui se vit. Alors, effectivement, c'est pas tous les restaurants qui peuvent se prêter au jeu de la livraison puis qui vont aller chercher exactement la même chose. De toute façon, je pense pas qu'aucun des restaurateurs a pu retrouver un chiffre d'affaires décent avec les services de livraison. Peu importe les raisons, comme tu disais, ça peut être effectivement la contrepartie qui va être versée au service de livraison. Mais juste que ça prend un volume. Moi, les commentaires que j'ai eus de nos restaurateurs, ça prend un volume quand même assez important là, pour être capable juste de rentabiliser l'aventure de livraison. Là. C'est même pas de dire on revient à un niveau de rentabilité qu'on était avant. Non, c'est de dire on va se donner un coup de main pour essayer de survivre, mais c'est énorme là, comme c'est défi. Énorme. Puis tu sais, je sais pas vraiment pour mettons Vaudreuil-Soulanges, mais je voyais bien des restaurateurs plus huppés qui sont commencés à devenir des pizzerias, du poulet frit parce que c'est ce qui se livre bien. Mais à un moment donné, tu regardais sur les apps, les affaires, tu fais il y a tombé de la pizza, là, c'est comme on va-tu en commander tant que ça? Tu sais, à un moment donné, ça venait de la folie de comme. Non, effectivement. On va faire ça parce que ça se livre bien, oui, mais tout le monde en fait. Fait que là, ça devient une espèce de compétition
extrêmement trop féroce. Là. Ouais. Mais pour les restaurateurs, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça réouvre le plus rapidement possible parce que je voudrais pas j'aurais pas aimé être dans leurs souliers là, puis vivre cette crise-là. Il y a certains secteurs de l'économie qui la crise se vivait mieux ou se vit mieux, là, mais d'autres qui, comme la restauration, le tourisme, je pense aux centres de conditionnement physique qui sont affectés là, directement par les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Puis eux l'ont rough, là, mais carrément. Là. Je vais revenir peut-être à la chambre de commerce. Comment tu vois ça? Puis peut-être expliquer un peu c'est quoi cette entité-là aux gens, dans le sens que c'est tout le commerce qui se réunit. C'est comment, à quoi ça sert aussi? Hein? Oui, mais je pense que la question est importante. Puis il faut comprendre comme il faut le rôle d'une chambre de commerce. D'abord, peut-être juste au niveau de la structure, la chambre de commerce, c'est un OBNL. Ouais. C'est un organisme à but non lucratif. Avec un conseil d'administration. Avec un conseil d'administration qui est là. Nous, on a la chance, à Vaudreuil, la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges, on a la chance d'avoir une permanence forte. Ça nous a d'ailleurs aidé au travers de la pandémie, mais ça a toujours été un plus qu'on a. Certaines chambres de commerce n'ont malheureusement pas de permanence ou n'ont pas une permanence avec autant d'employés que ce que nous, on peut avoir. Donc, partant du fait que c'est un organisme à but non lucratif, mais comme tous les autres organismes, on se doit d'aller chercher des fonds pour être capable d'opérer. Alors, on a une certaine partie de ces fonds-là qui vient de nos membres. Alors, les gens adhèrent sur une base volontaire. Il n'y a pas rien de forcé. Il y a certains mécanismes là, où est-ce qu'on a déjà entendu parler que les municipalités ou les villes ont le pouvoir, dans le fond, comme un pouvoir de taxation. Là, on le voit dans certains secteurs de l'île de Montréal, là, où est-ce qu'il y a vraiment des regroupements économiques, puis c'est vraiment la ville qui perçoit une taxe auprès de chacun des commerçants. C'est pas le cas d'une chambre de commerce. C'est vraiment sur une base volontaire. Alors, les gens qui adhèrent doivent y trouver leur compte d'une certaine façon. Ouais. C'est sûr qu'il y a un geste d'appui déjà en partant. Quand je suis un commerce puis j'appuie ma chambre de commerce locale, en adhérant, il y a comme un commitment. Là. Il y a un engagement de dire OK, oui, moi je perçois et je comprends l'utilité d'une chambre de commerce pour la région, puis je vous appuie dans vos démarches, puis je vous fais part de ma contribution pour vous permettre de continuer et d'avancer. Mais par contre, les entreprises doivent aussi y trouver leur compte au final. Là, au travers de nos différentes sphères d'activité là, qu'on peut avoir. Partant du fait que les membres adhèrent sur une base volontaire, parce que c'est pas uniquement les commerces qui vont y adhérer. C'est tous ceux qui ont un intérêt envers le milieu commercial, envers le développement économique d'un territoire qui va être exploité par une chambre de commerce. Les chambres de commerce sont régies par les chambres de commerce du Canada, là, petit aparté, puis ce qui fait en sorte qu'on a chacun un territoire qui est bien délimité et un territoire exclusif. Alors, sur le territoire d'une chambre de commerce donnée, il ne pourrait pas y avoir une deuxième chambre de commerce. Il peut y avoir d'autres types d'associations de nature commerciale ou nature de développement économique, mais ça ne s'appellerait pas une chambre de commerce. Mettons quelque chose comme une artère commerciale. À Montréal, c'est beaucoup ça. J'entends parler des... j'ai plus le nom, mais les sociétés de développement, c'est une rue souvent. Alors, les sociétés de développement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Eux autres tombent dans le pouvoir de taxation d'une ville, alors qu'ils vont vraiment taxer les commerces d'une rue, par exemple, pour regrouper les commerçants ensemble alentour d'une même table. Mais ça, oui, effectivement, il pourrait y avoir des sociétés de développement comme ça sur le territoire d'une chambre de commerce. Alors, l'exclusivité est par rapport à une autre chambre de commerce. Le rôle de la chambre de commerce, ou les rôles, en fait, d'une chambre de commerce, parce qu'on en a plusieurs, en fait, auprès des membres, c'est toujours... Il faut toujours se rapporter à nos membres. On est là pour nos membres. On est là dans l'intérêt de nos membres. On n'a pas de parti pris politique ou peu importe. On est vraiment là pour défendre le meilleur intérêt de la globalité de nos membres. Maintenant, le rôle de façon plus concrète, ce qu'on va jouer, la chambre de commerce a un rôle d'accompagnement au niveau de ses membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va être là pour leur venir en aide, en soutien, dans des périodes peut-être plus difficiles comme en ce moment. On est là pour jouer un rôle de formation. On va être là pour trouver des formations d'intérêt pour nos membres, pour les aider à s'améliorer, chacun dans leur secteur respectif. On a un rôle d'information.
On est là comme une courroie de transmission, dans le fond, entre les paliers de gouvernement puis nos membres pour arriver avec l'information qui est toujours pertinente pour nos membres. Parce que comme là, avec la pandémie, il y avait justement un barrage de Québec-Canada, plein de... les normes, les subventions, là, maintenant, ça devait devenir une espèce de cafouille. Oui, c'est que tant bien que mal, on essaie d'aider les membres au travers de ça à s'y retrouver. Puis effectivement, c'est qu'on avait mis à ce moment-là, on avait développé une page Internet justement avec les différentes mesures. C'est qu'on fait beaucoup d'annonces au travers de communiqués de presse, au travers de nos réseaux sociaux pour tenir les gens informés des différentes mesures qui sont mises en place, qui sont disponibles pour elles. Alors ça rentre dans le rôle d'accompagnement. Au travers de ce rôle-là aussi d'accompagnement, on est là pour offrir différents outils à nos membres. Ça passe beaucoup par, on dit la force du réseau souvent, là, parce que justement, il y a différents acteurs qui gravitent alentour de la Chambre de commerce. On est membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On est membre de la Chambre de commerce du Canada. Alors, ces deux entités-là arrivent avec beaucoup d'outils aussi qui sont disponibles pour les membres. C'est qu'on met nos membres en contact avec les bonnes personnes, encore une fois, toujours pour les aider à s'améliorer puis à grandir d'un point de vue économique. Alors ça, c'est le rôle d'accompagnement. On a, veut pas, un rôle de représentation politique. Okay. On est là aussi pour faire valoir, comme je disais tout à l'heure, la position de nos membres. C'est un rôle qui n'a pas nécessairement été joué à fond dans les dernières années. Il faut comprendre que la Chambre veut pas comme n'importe quel organisme. On devait grandir, nous aussi. Là, c'est que ça s'est fait au travers des dernières années. C'est que je pense qu'on est rendu davantage prêt à jouer ce rôle-là de représentation politique. Ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut vraiment dire défendre les positions qui vont être dans l'intérêt global de nos membres. Alors, sans parti pris politique, encore une fois, nous, on est là. Si on pense qu'une mesure a du sens, bien, on est là pour l'appuyer. Si à l'inverse, on pense qu'une mesure ne fait pas de sens, mais on va être là pour lever la main, puis toujours dans le respect, toujours dans un esprit de collaboration et de communication avec les différentes instances. On est vraiment là pour travailler main dans la main, puis dire, écoutez, nous, on aurait peut-être d'autres suggestions, on aurait peut-être des meilleures idées à vous proposer, on pourrait peut-être faire les choses différemment, qu'en pensez-vous? C'est qu'on est vraiment dans cet esprit-là lorsqu'on fait de la représentation. Et je pourrais rajouter aussi, on a un rôle de rayonnement également. On est là quand ça va bien aussi pour les membres, mais c'est le fun de se faire taper dans le dos. C'est le fun de. Puis... Exactement. C'est qu'on est là au travers de différentes activités qu'on peut faire en temps normal, qu'on n'a pas fait dans la dernière année, mais différentes activités qu'on met en place qui visent justement à assurer un rayonnement de nos membres. Lorsque les membres font des bons coups, on est là pour les appuyer, faire en sorte qu'ils soient reconnus de leur pairs aussi. Là. Et je me dis, parce que justement, tu dis une chambre de commerce, mais le commerce, l'industrie, c'est large. C'est beaucoup de secteurs. Comment qu'on arrive à jongler justement à trouver ce qui est bon parce que tu revenais souvent, tu disais, globalement, on essaie de viser ce qui est bon pour la majorité, mais comment qu'on arrive à jongler avec tout ça, les réalités de différents secteurs? C'est sûr qu'il y a différentes réalités en fonction de différents secteurs économiques. C'est sûr qu'on va être là, comme je dis. L'idée, c'est pas dans les revendications qu'on peut faire, dans les représentations qu'on peut faire, c'est pas d'adopter une position non négociable. C'est pas d'adopter une position dure. On est là, justement, pour écouter tout le monde, l'ensemble des membres, puis essayer, justement, que nos représentations, au final, soient la voix du plus de membres possible. C'est sûr que d'aller chercher l'unanimité sur chacune des décisions qu'on pourrait prendre ou chacune des positions qu'on pourrait prendre, ça devient difficile, voire impossible. Là. On touche trop de secteurs économiques, on touche une région trop vaste. Veut pas, les idées des gens, je veux dire, vont changer d'un entrepreneur à l'autre. On pourra jamais atteindre l'unanimité, mais comme je dis, l'idée, c'est de prêter toujours une oreille attentive, de respecter puis d'écouter tout le monde au travers du processus, puis d'arriver après ça avec une position qu'on est capable de mettre de l'avant.
sais, moi, de l'extérieur, moi, je viens de Sainte-Martine, mais tu sais, Vaudreuil, depuis que je travaille ici, je vais souvent, c'est un secteur, puis on dirait, moi, de l'extérieur, je trouve que Vaudreuil, c'est une région, c'est peut-être ma perception extérieure, mais qui est très vibrante, qui a l'air de se tenir quand même, qui a l'air de, tu sais, il y a une grosse expansion, on s'entend, là, aussi à Vaudreuil, mais toute la région, je sais pas, toi, comment tu vois cette région-là, tu sais, au niveau, justement, commerce, le développement. L'ensemble de la région de Vaudreuil-Soulanges, là, pour moi, c'est... Puis, tu sais, quand on parlait tout à l'heure un peu de mon parcours, mon cheminement, quand je suis arrivé, tu sais, au-delà des espaces, tu sais, des grands espaces que j'ai vus, puis du terrain de jeu, puis des noyaux urbains, il y avait cette vie-là, on la ressentait. Et dans les dernières années, pour moi, ça a juste explosé. Là, l'ensemble de la région de Vaudreuil-Soulanges, on la sent dynamique, on la sent prête à relever des défis, on la sent prête à vouloir justement exploser, à vouloir s'épandre, à vouloir... Pour moi, oui, je le ressens de la même façon, puis en tant que chambre de commerce, mais c'est génial de sentir cette vibration-là, cette volonté-là, parce que quand on arrive avec différents projets, ben les gens lèvent la main, répondent présent, puis disent oui, nous, on embarque là-dedans. Sinon, c'est les gens qui nous arrivent avec des projets, disent hey, on pourrait-tu penser à telle ou telle activité ou faire telle ou telle chose. Fait qu'on le sent beaucoup. Le défi ou un des défis qu'on avait, qu'on a relevé, qui a été relevé dans les dernières années, c'est vraiment un défi au niveau de la cohésion de l'ensemble de la région parce que, justement, c'est un vaste territoire. Puis, tu sais, on arrive justement avec différents secteurs d'économie aussi en fonction des différents secteurs géographiques. C'est d'amener une certaine cohésion au travers de ces membres-là. C'est un défi des dernières années qu'on, tu sais, je ne vais pas dire qu'on a su relever parce qu'on n'a pas terminé encore. C'est un travail, tu sais, de tous les instants, mais il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Il y a une belle cohésion qui a été amenée. Tu sais, la Chambre de commerce, il faut comprendre qu'avant 2014, la Chambre de commerce, c'était la Chambre de commerce de Vaudreuil. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil. Elle englobait à ce moment-là, pas l'ensemble des municipalités. Okay. À partir de 2014, là, on est venu englober l'ensemble de la région de Vaudreuil-Soulanges. Okay. Alors là, on est venu chercher les 23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges à ce moment-là. C'est sûr que depuis 2014, il y a eu un travail qui a dû être fait, qu'on continue à faire aussi. Un travail de terrain. À un moment donné, tu es quelqu'un qui du jour au lendemain, voit que sa ville arrive dans la chambre de commerce, va nous regarder en disant « Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? » Puis c'est correct. On a justement ce travail-là de vente. Il faut qu'on soit capable de se vendre à nos membres. Là, ça fait partie du travail qu'on a fait dans les dernières années. Il y a eu quand même de beaux progrès. On a été en mesure il y avait différentes associations de gens d'affaires sur le territoire. Qui ne sont pas des chambres de commerce, comme je disais tantôt, mais qui sont des associations qui représentent des gens d'affaires en fonction de différents secteurs géographiques. Okay. Un des défis qu'on avait, c'est d'amener tout ce beau monde-là alentour d'une même table, puis de discuter ensemble, puis de dire, oui, on peut travailler main dans la main. Non, on n'est pas là, on n'est pas en compétition. On est capable de travailler tout le monde ensemble. Ce qui fait en sorte que, dans les dernières années, on a eu des ententes de partenariat. Nous avons présentement des ententes de partenariat avec ces différentes associations de gens d'affaires-là qui étaient là sur le territoire. Certaines qui sont encore présentes aussi. Là. Elles existent toujours, puis elles sont toujours là à part entière, mais on travaille en collaboration, par exemple, au travers de nos ententes de partenariat. On a compris, tout le monde, que c'était dans l'intérêt de l'ensemble des acteurs si on était capable de s'entendre puis de travailler main dans la main, puis on le fait bien. Bien, c'est une chose aussi que j'ai l'impression que je vois un peu dans le commerce, peut-être aussi plus les boutiques parce que c'est plus visible, mais l'espèce d'entraide. Tu sais, de comprendre que, tu sais, mettons, tu as ta business, mais tu sais, si t'es tout seul sur une rue, il n'y a pas de gens qui vont venir, tu sais. C'est bon qu'il y ait d'autres commerces puis qu'il y ait une entraide aussi, tu sais, de certains commerces qui prennent... qui sont capables d'avoir sur leur tablette des produits d'autres, de plus petits artisans. Il y a quelque chose qui se passe, puis on dirait que les gens comprennent un peu plus l'idée d'entraide. Là. Je pense que c'est ce que je vois plus. Oui, puis je me pose la question, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais l'impression que ça me donne, en fait, c'est que si on avait à chercher des effets positifs de la pandémie, là, mais ça en serait un effet positif. Là. Cette prise de conscience-là, le fait que plusieurs entrepreneurs ont réalisé qu'on avait tout intérêt à s'aider puis à s'entraider. On a vu au travers de la dernière crise, on a vu de très beaux mouvements de collaboration entre entreprises. C'est que ça, c'est génial. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça demeure, même post-pandémie, là, dans notre monde idéal, là, que cette collaboration-là puisse demeurer. Ça serait bénéfique pour tout le monde.
Puis il doit y avoir de quoi de super le fun. Là. Les gens ont vraiment répondu à l'appel de l'achat local. Je ne sais plus trop le gouvernement avec leur affaire boutique bleue, là, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais on dirait que les gens se sont vraiment tournés vers nos commerces, nos boutiques, nos trucs. Il y a une grande conscientisation qui a été faite alentour de l'achat local, effectivement. Et oui, le gouvernement est arrivé avec le panier bleu, mais dans la région de Vaudreuil-Soulanges, on est arrivé avec les initiatives bien précises, nous aussi, pour les commerçants de la région. Ça, c'est localité. C'est localité. En fait, on a travaillé, on travaille encore une fois en collaboration avec d'autres organismes. C'est qu'il faut souligner l'implication du DEV, le développement économique Vaudreuil-Soulanges, dans ce dossier-là. Alors, on travaille de pair avec eux pour ce qui est de l'achat local. C'est qu'on a travaillé avec eux. Ils ont à promouvoir la plateforme qu'ils ont mise en place d'achatlocalvs.com, qui est une superbe plateforme où les gens peuvent aller naviguer au travers de l'ensemble des commerçants puis voir géographiquement où sont situés les commerçants. Nous, à la Chambre de commerce, on est arrivé avec un outil qui est à jour, je le dirais comme ça, d'un point de vue technologique. Alors, on est arrivé avec un outil à la mode, c'est une application qui est fournie au travers d'un des fournisseurs que nous avons à la Chambre. Dans le fond, c'est qu'on était en mesure de mettre en place puis d'ouvrir au grand public une application qu'on appelle Localité. Alors, Locali-T, qui est une application justement qui vise à favoriser l'achat local comme ça, parce que les gens qui naviguent cette application-là peuvent voir, encore une fois, avec des outils de repère géographique, mais peuvent voir les commerçants qui sont membres de la Chambre de commerce et peuvent encourager ces commerçants-là. À l'inverse, ces commerçants, eux, peuvent mettre en place des promotions au travers de l'application qui va justement aller atteindre le public cible, qui va aller atteindre les consommateurs. Puis ça serait une promo qui serait, mettons, exclusive à... Oui, aux détenteurs de l'application, exactement. Il y a un potentiel de développement incroyable au travers de cette application-là. On le travaille, on apprend à l'apprivoiser nous aussi, veut pas, comme n'importe quel outil technologique. C'est pas mon travail de jour de naviguer avec ça, c'est qu'on apprend à l'apprivoiser. Mais juste pour vous dire, dans le fond, c'est que cette application-là, avant la pandémie, elle était uniquement réservée aux membres, entre les membres. Alors, c'était une application de B2B, si on veut. C'était pour permettre aux membres de se connaître l'un et l'autre. Et avec la pandémie, puis en collaboration avec notre fournisseur, on a tout simplement ouvert l'application à tous. Alors là, tous les consommateurs sont en mesure d'aller chercher l'application Localité puis de bénéficier des offres puis des promotions qu'on va y retrouver aussi. C'est qu'on travaille beaucoup là-dessus présentement. C'est un outil qu'on va beaucoup se servir ou qu'on veut continuer à mettre de l'avant-plan parce que on va en sortir un jour de la pandémie. Là. Il faut penser là, à ce moment-ci la relance économique. Là, Comment est-ce qu'on fait là, une fois que tout va être réouvert, que tout va marcher, disons-le comme ça, là, à plein régime, là, mais comment est-ce qu'on fait là, pour continuer dans la belle vague qu'on a là d'achat local puis de consommation de proximité comme on la sent puis comme on la vit depuis les derniers mois? Notre application va vraiment être au cœur, je pense, de cette relance-là. C'est qu'on va la travailler encore énormément dans les prochains mois pour être en mesure de la faire connaître davantage, tant auprès des commerçants qu'auprès des consommateurs aussi. Mais je pense, l'idée d'achat local, ça vient aussi avec une chaleur du contact. Dans ma tête, d'aller dans les petites boutiques, de parler, d'aller, le vignoble des Pommes, le Bourg des Cèdres, de faire le tour d'un vignoble, d'aller voir les personnes qui font le vin, de jaser, puis faire OK, puis il y a un contact, puis de se rendre compte que, finalement, les vins québécois, ils sont bons. On avait comme un préjugé, mais j'étais allé chez Pomone, j'ai un faible pour leur vin, mais ils étaient sold out, là, un moment donné, là. Puis pas les seuls, j'ai checké un peu les vignobles de la région que je couvre, là, puis à un moment donné, tout le monde était presque sold out. Tout le monde a été surpris par cet engouement-là d'achat local. Puis le monde a découvert on fait OK, on va acheter du vin d'ici, on va acheter des produits, on va aller dans les boutiques. Puis je pense que ça vient avec le contact. Puis je pense que ça, il y a quelque chose qui ne devrait pas se perdre nécessairement. Là, mais moi, en fait, je ramène toujours ça. Comme je disais tout à l'heure, je vais ramener ça à l'expérience client. C'est une expérience qu'on vit, qui passe, et quand on entre la porte, on passe la porte d'un commerce, on entre dans un commerce, l'accueil qu'on va avoir, justement, le contact humain, la chaleur, les conseils, de sentir la passion de quelqu'un derrière son commerce, c'est toujours, tant qu'à moi, c'est vibrant, puis ça fait juste nous inciter à encourager, puis à consommer, puis justement à découvrir ça. Si la bataille
entre autres, au niveau du commerce de détail, si la bataille se jouait uniquement sur une guerre de prix, je pense pas qu'on sortirait gagnant de ça. C'est vraiment l'expérience client qu'il faut faire vivre, qu'il faut faire redécouvrir, je pense, aux consommateurs, dire aux consommateurs, réapprivoiser, dans le fond, les consommateurs, puis leur dire, écoutez, nous, on est là pour vous quand vous en avez besoin. On est là pour répondre à vos questions. On a service à la clientèle. On est là devant vous. Là, oui, on va vous répondre. On va répondre à vos questions avec le sourire. Ça va nous faire plaisir. Je pense que c'est sur ce volet-là qu'il va falloir miser dans les prochaines années. Mais en fait, le commerce de détail a déjà commencé ce virage-là, dans le fond. Là, a déjà compris que le nerf de la guerre, c'était vraiment l'expérience client. Oui, c'est ça. Peut-être une des choses que la pandémie a mis en perspective, c'est peut-être justement le manque de technologie, si on veut, justement des plus petits commerces, des plus petites entreprises qui n'avaient pas nécessairement un site web transactionnel. Là, on s'est rendu compte que là, ça aurait été le fun d'avoir ça. Là, mais ça, est-ce qu'on sent qu'il y a une volonté? Parce qu'en même temps, c'est dur pour des petites PME de se munir d'un site web, de l'inventaire. Il y a comme une question de moyens. Question de moyens, parce que c'est dur justement d'arriver à se battre contre Amazon, que c'est tellement facile de tatatiquer quand ça s'en vient chez nous. Mais on a vu que ça a frappé là aussi beaucoup le niveau techno. Là, je ne sais pas si de votre bord, il y a pas qu'il y a de l'aide parce qu'il ne faut pas faire des sites web à tout le monde. Mais en fait, puis c'est parce qu'il y a déjà, c'est pas un constat qui est nouveau, ça. C'est un constat qui avait déjà été fait. Là, si je remonte à il y a 3-4 ans ou même 4-5 ans, il y avait déjà ce constat-là qui avait été fait par le gouvernement du Québec qui avait mis en place des programmes. Puis c'était, nous avait demandé notre collaboration en tant que Chambre de commerce pour promouvoir, dans le fond, le programme. Mais n'en demeure pas moins que, même si le programme était subventionné en partie, même je pense en bonne partie, je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais il y avait quand même des bons incitatifs. N'en demeure pas moins qu'il fallait que le commerçant veuille embarquer, il y a une portion à débourser. Alors, c'est sûr que si le commerçant il ne voyait pas la nécessité, ça devient difficile de les convaincre. Alors, l'effet peut-être de la pandémie, c'est une prise de conscience encore, de faire réaliser aux gens que moi, je suis peut-être rendu là, ça me le prend, ça me le prend peut-être mon site transactionnel. Oui, c'est ça, parce que ça a comme frappé un peu, là, parce que là, on n'a plus accès à certains trucs. Puis là, évidemment, tu tombes dans les mains des géants qui sont déjà là, puis que c'est plus facile parce que leur infrastructure est là. Puis, est-ce que ce serait quoi, tu dirais, les défis? Là, ce serait plus la relance là, les prochaines années pour la Chambre de commerce? Pour la Chambre, je pense que on peut le voir à court et à long terme. À court terme, c'est sûr que le défi, c'est de passer au travers de la crise. Et ça, nous, on s'est mis derrière le gouvernement au niveau des mesures sanitaires qui ont été annoncées dans les derniers mois. On n'a jamais critiqué au niveau des mesures sanitaires. Au contraire, on encourage le monde à les respecter à la lettre parce que c'est ce qui va nous permettre de passer au travers. Je fais une parenthèse, pas parce qu'on appuie, on encourage le respect des mesures sanitaires qu'on ne peut pas, par contre, revendiquer certains points, comme ça a été fait dans les derniers mois, comme je disais tout à l'heure, de dire au gouvernement, aidez-nous, là, mettez en place un plan de relance que les entreprises connaissent déjà aujourd'hui vers où elles s'en vont, là, une fois que la crise sera terminée. Je ferme cette parenthèse-là. En fait, c'est que il y avait le respect des mesures sanitaires qu'on continue à promouvoir. Et là, il y a un effort de vaccination aussi qui doit être fait. Et ça, à la Chambre, on a décidé de se ranger derrière cet effort de vaccination-là. Et même plus que ça, on a offert notre aide au gouvernement pour justement aider et faciliter cette campagne de vaccination-là. Je parlais tout à l'heure de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Eux aussi sont dans la même lignée. Alors, eux aussi ont offert l'aide de l'ensemble des chambres de commerce et des membres au gouvernement. Alors, on travaille là-dessus présentement dans Vaudreuil-Soulanges, à la chambre de commerce, d'arriver avec une stratégie de vaccination où, je ne vais pas le dire, je vais pas dire stratégie, là, je vais laisser la stratégie au gouvernement et à la santé publique, là, mais avec, dans le fond, un plan d'aide. Comment est-ce qu'on peut, nous, s'arrimer au programme de vaccination puis juste faire en sorte que ça se fasse plus rapidement,
plus aisément, qu'on touche le plus de personnes possible. Alors, ça passe au travers d'un effort de communication auprès des membres, de l'importance de la vaccination, mais on veut arriver avec des solutions concrètes également pour aider la santé publique là, à rejoindre le plus de monde possible. Alors ça, c'est vraiment, je vous dirais, à très court terme parce qu'on pense que c'est le respect des mesures sanitaires, les campagnes de vaccination, la campagne de vaccination qui vont nous permettre ensemble de passer le plus rapidement possible au travers de la crise. Maintenant, toujours à court terme, il y a, comme on disait tout à l'heure, le défi de la relance économique. C'est sûr que ça, dans les prochains mois, voire la prochaine année, ça va être l'objectif, je dirais, qui va être probablement le plus important à suivre, à respecter. Parce que on va devoir être là pour nos membres, on va devoir les aider à se relever une fois que la crise sera passée. À plus long terme, on a évidemment d'autres objectifs puis on a d'autres défis au niveau de la Chambre. Je dirais que un des défis qu'on a, c'est de se faire connaître davantage encore. Okay. On a nos membres, on a, peut-être pas cette année avec la pandémie, mais sinon on avait toujours quand même un taux d'adhésion qui était en croissance d'année après année, mais j'aimerais accélérer ce taux-là. J'aimerais faire comprendre à plus de commerçants possible l'importance d'une chambre de commerce pour eux. Qu'on est là, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste une question d'activité. Là. C'est pas juste de dire, OK, ben, on organise un 5 à 7 ou on organise un tournoi de golf. Non, c'est ça. On a vraiment une raison d'être de nature, je vais dire comme ça, mais politique. T'sais. On est un organe qui est en communication avec les différents paliers gouvernementaux, je dirais même avec les différents partis politiques aussi. L'idée, c'est d'être capable d'avoir le plus de portes possibles quand vient le temps de cogner à l'une de ces portes-là puis de faire passer un message. On est vraiment là pour ça. Je pense que les commerçants, au-delà du geste protocolaire de dire, ben moi, j'appuie ma chambre de commerce avec mon adhésion, c'est de comprendre le rôle concret puis de dire, oui, ils sont effectivement là. Peut-être qu'aujourd'hui, j'en ai pas de besoin. Quand j'en aurai de besoin, ils seront là pour être capables de lever la main puis défendre nos intérêts. Oui, puis c'est un geste de solidarité parce que c'est de dire j'appuie, mais c'est peut-être un secteur qui a besoin d'aide. J'aide ce secteur-là parce que là, lui, ça va pas pour X raison ou je sais pas, il y a une revendication X, mais c'est ça, exactement. C'est un geste de solidarité. Exactement. C'est que je pense que ça, c'est un défi à moyen long terme, c'est de faire prendre conscience de ça au plus de gens possible pour qu'on augmente le taux d'adhésion davantage. C'est vraiment, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est nous vendre. Hein, c'est que ça va beaucoup passer au niveau de la communication. C'est qu'on travaille énormément sur le plan de communication présentement de la Chambre. Comment faire passer notre message, comment faire passer nos bonnes nouvelles, comment rejoindre le plus de monde possible. On sait que la communication est un enjeu pour tous les regroupements, toutes les entreprises. Alors, on ne passe pas à côté de ça, nous non plus. Là, c'est que ça va faire partie des défis des prochaines années, je dirais. Pour revenir un peu là, sur la pandémie, l'aide gouvernementale, les subventions qu'il y a eu, je ne veux pas nécessairement te peinturer dans un coin et te faire dire si c'était bien ou pas, mais est-ce que tu as vu quand même que ça a pu aider beaucoup de gens? Comment ça s'articulait? Bien, clairement, puis tu sais, je vais m'enlever mon chapeau de directeur de la Chambre de commerce. Je vais vraiment y aller sur une base personnelle. Tu sais, de ce que j'ai pu constater par moi-même. Clairement, les mesures d'aide économique qui ont été mises en place ont assurément sauvé de nombreuses entreprises. Pour moi, ça ne me fait pas de doute. T'sais. Est-ce que les mesures économiques qui ont été mises en place sont bonnes, sont moins bonnes, sont de façon globale? Je vais laisser ça aux économistes de venir commenter la chose, puis aux gens en général de juger la chose. Mais moi, je peux dire que concrètement, les mesures économiques ont sauvé des entreprises. T'sais. Est-ce que les mesures auraient pu être différentes? C'est sûr et certain. Mais je pense que dans un état de crise comme on le vit là, c'est facile de critiquer les actions qui sont prises. Tout le monde a son opinion, tout le monde dit il me semble qu'on aurait pu faire telle ou telle chose différemment. C'est sûr que la réponse au final va être oui, là, on pourrait faire des choses, on aurait pu faire les choses différemment. Mais ce qu'on peut constater présentement, c'est que c'est sûr que l'effet a été bénéfique des mesures qui ont été mises en place. Ce qu'on est venu critiquer à la Chambre, je remets mon chapeau de directeur, ce qu'on est venu critiquer à la Chambre, c'est que ces mesures-là, bien qu'elles ont été bien accueillies, qu'elles ont quand même aidé plusieurs entreprises, ont au final contribué à augmenter le taux d'endettement des entreprises.
C'est pour ça que on revient souvent sur l'idée de la relance économique. Puis que, tu sais, à chaque fois qu'on est sorti publiquement, c'était pour interpeller le gouvernement en disant, mais oui, mais c'est quoi le plan de relance? Parce que là, c'est correct. On passe au travers de la crise. Tu sais, oui, les mesures d'aide économique sont venues. sont venus mettre... c'est exactement ce que c'est. On est venu mettre un plaster temporaire. Mais, je veux dire, au final, tu sais, quand on va ressortir de ça, la situation, elle va être pire que ce qu'on était quand on est arrivé au début de la pandémie, parce que le niveau d'endettement est allé en augmentant. Ouais. Alors, comment faire pour augmenter mon chiffre d'affaires par la suite, augmenter mes ventes, me donner une bouffée d'air frais par la suite pour être capable de justement rembourser ces mesures d'aide-là que j'aurais pu profiter, qui m'auront aidé à passer au travers de la crise. Ça va être d'une importance capitale. On l'a dit, puis on le redit, puis on va le marteler. Il faut arriver avec des mesures, puis ça ne peut pas uniquement passer par de l'endettement. Il va falloir qu'il y ait d'autres mesures de mise en place qui vont donner une bouffée d'air frais, comme je disais, qui vont donner un répit aux entreprises pour leur permettre de se remettre sur pied puis d'aller de l'avant après ça. Oui, parce que, tu sais, puis là, je ne veux pas tout le temps juste parler des restaurants, mais il y a quelque chose, comme on parlait, vu que c'est un tu sais, souvent, c'est calculé, il faut quasiment que le resto soit plein de ça, puis là, on va rouvrir, puis nécessairement, c'est comme cet été, ça... Des places réduites, moins de gens. Mais tu dis, OK, mais... Tu sais, OK, vous pouvez rouvrir, ouais, mais il y a quelque chose. Puis en même temps, je dis pas qu'il faut rouvrir complètement. Tu sais, c'est ça, il y a comme quelque chose qui est bizarre, parce que tu dis, c'est ça, c'est dangereux parce que là, on n'a pas nos masques, les gens mangent. Puis, mais en même temps, s'ils ne sont pas à pleine capacité, souvent, les restos, ça ne marche pas nécessairement non plus. Fait que là, c'est En fait, toutes les industries qui sont touchées, tu sais, comme on parle, c'est vrai qu'on revient souvent sur les restaurateurs, mais tu sais, comme je disais tout à l'heure, les centres de conditionnement physique subissent les mêmes contraintes, tu sais, au niveau de la réouverture, tu sais, au niveau de la distanciation qui est nécessaire, ben ils ont les mêmes défis eux aussi. Là, je veux dire, faut remplir la salle s'ils veulent être capables de faire leurs frais. On pourrait parler de d'autres secteurs, ou en fait d'un autre secteur qui est tout ce qui est l'industrie touristique, qui subit également les mêmes contraintes. Là, je veux dire, si on parle je sais pas, je vais donner un exemple un peu farfelu peut-être, mais si j'ai une visite guidée puis j'ai un autobus que je pouvais avoir 40 personnes, mais là je peux juste en avoir 20 parce que j'ai besoin d'avoir plus d'espace, ben, je vais avoir le même problème de rentabilité. C'est sûr et certain. Mais quand je parle au niveau de la relance économique, je vais plus loin que juste dire un assouplissement au niveau des mesures sanitaires. Je vois vraiment plus l'optique où est-ce qu'on revient à une normale, là, comme je disais là, en début d'entretien. Là, quand le jour où ça va arriver, on va espérer que ça va arriver, qu'on va revenir à quelque chose qui ressemblait plus à ce qu'on avait au mois de janvier, février 2020, si on veut, là, avant le début de la crise. Là, on dirait que ça fait une éternité. C'est quelque chose de quand même un peu bizarre dans tout ça. Ben, je voulais parler un peu parce qu'on dirait que c'est ça, on parlait que ça se développe. Vaudreuil, là, il y a l'hôpital qui s'en vient. Je sais pas... si pour vous, ça change de quoi, mais on dirait que ça amène aussi un espèce de bouillonnement. Ça va changer de quoi pour tout le monde, en fait, l'hôpital dans Vaudreuil-Soulanges. Puis oui, c'est un dossier qu'on suit de très près. Ça fait longtemps. Parce que moi, je me rappelle, j'avais une autre émission, ça fait 8 ans, puis j'étais avec un comité citoyen, puis militait pour ça, puis ça fait longtemps. On en faisait partie à ce moment-là aussi. Ça fait longtemps, là. On était là aussi, puis on suivait le dossier de proche. Puis, c'est un dossier, comme je dis, qu'on suit de très près. Des fois, les gens vont se poser la question, oui, mais pourquoi, en quoi un hôpital vous intéresse, vous, en tant que chambre de commerce? Et pourtant, je veux dire, le lien, il est là, puis il est très pertinent, parce que, je veux dire, l'hôpital va amener son lot de défis, il va amener également des possibilités d'expansion, va amener juste plus de monde, c'est sûr que ça va être... Au final, ça va être bénéfique pour les entreprises, mais il faut quand même arriver puis suivre ce dossier-là pour venir aider nos entreprises justement à s'acclimater à l'arrivée d'un hôpital. J'ai juste en tête un point qui est un des enjeux, puisqu'on a différentes priorités, différents enjeux au niveau de la Chambre de commerce qu'on traite. Ce sont des enjeux qui sont déterminés là, par les administrateurs, puis qu'on travaille après ça au fil des années, puis qu'on va ajuster. Hein. Juste la dernière année, ces enjeux-là ont été pas nécessairement mis sur pause, mais il y a d'autres enjeux qui ont pris le dessus. Hein. C'est allé de soi.
Mais si je prends, par exemple, l'enjeu de la main-d'œuvre, qui est un enjeu qu'on vit depuis plusieurs années dans Vaudreuil-Soulanges, ailleurs aussi, vous me direz, mais je parle vraiment, pour ma région, dans le fond, pour Vaudreuil-Soulanges, c'est un enjeu qu'on vit depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs indicateurs qui nous laissaient justement présager que on s'en allait pas en s'améliorant à ce niveau-là. Puis on levait la main en tant que chambre de commerce, puis on appuyait d'autres organismes de la région aussi qui sont spécialisés en employabilité, ces organismes-là travaillaient le dossier de la main-d'œuvre puis la rareté de la main-d'œuvre. Et ça, veut pas, on arrive avec un employeur qui, en 2026, va arriver avec un 6 000 employés. C'est sûr que ça va avoir un impact sur les autres employeurs de la région. Alors, comment travailler ça? On le travaille déjà, en fait. On est déjà impliqué avec la santé publique, avec mais ça a un impact comment? Excuse-moi de t'interrompre, mais ça a un impact comment dans ce sens? On a un gros employeur qui va arriver, on ne se le cachera pas, ça va être le plus gros employeur de Vaudreuil-Soulanges. Il n'y a pas un autre employeur qui arrive à la cheville de l'hôpital. Et c'est pas uniquement, juste, on aurait tendance à dire, oui, mais OK, ça va être des médecins, ça va être des infirmiers, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. Non, ça va plus loin que ça. Ça va de la maintenance, ça va à la restauration, ça va aux fournisseurs, ça va... Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de monde qui vont graviter alentour de l'hôpital. Alors, veut pas, ça va devenir c'est un centre d'attraction, si on veut, pour les employés. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment des autres entreprises de la région. C'est pour ça qu'on le travaille déjà, dans le fond, avec l'hôpital, ce dossier-là, de dire, OK, comment est-ce qu'on aborde la question? Comment est-ce que on fait pour travailler, justement, main dans la main? On n'est pas en compétition. L'hôpital va arriver, puis on en a besoin, puis ça fait longtemps qu'on la demande. On est les premiers à dire oui, c'est nécessaire qu'on ait un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges. Mais maintenant, on peut-tu travailler en collaboration, encore une fois, pour faire en sorte que l'impact soit le plus positif possible au final? On travaille déjà le dossier. Voir comment est-ce qu'on peut, premièrement, présenter la chose aux membres, leur dire justement comment eux peuvent se préparer individuellement à l'arrivée d'un employeur massif comme ça. Aider, on travaillait, les gens de l'hôpital nous disaient que il y avait beaucoup de leurs employés qui allaient arriver de l'étranger. C'est une bonne portion parce qu'ils font du recrutement à l'international. Veut pas. On n'a pas le choix. Quand on arrive avec un employeur comme ça, je ne veux pas parler pour eux, mais ils doivent se tourner aussi vers l'international. Ce qu'ils nous disaient, c'est que les gens qui vont arriver de l'international arrivent généralement, ils ont une famille. On peut parler d'un conjoint, d'une conjointe qui va être là, qui va être disponible pour le marché du travail aussi. Ça, c'est une solution qu'on regarde justement, dire, OK, mais comment est-ce qu'on peut faire connaître ces gens-là à l'ensemble de nos membres qui sont à la recherche de bons employés qui veulent s'établir dans la région. C'est un exemple de la façon qu'on travaille présentement ce type de dossier-là. Mais on dirait que tu disais ça, puis j'avais jamais pensé à un hôpital comme un employeur. On dirait qu'on est juste... Il y a des médecins, des infirmiers, c'est ça. Là, il faut que tu travailles là parce qu'ils étudient pour faire ça. Mais moi, j'avais pas vu tout ce qu'il y allait autour. Puis ça irait plus loin. Pour nous, quand je regarde, j'ai parlé là, de l'hôpital avec le volet main-d'œuvre, qui est une de nos priorités à la Chambre. Mais je peux également aller avec le volet transport, qui est une autre priorité à la Chambre aussi. L'ensemble tout ce qui est volet transport logistique, alors nos axes routiers, nos moyens de transport en commun. Les gens qui vont travailler à l'hôpital qui n'habiteront pas la région ou qui n'habiteront pas à proximité vont devoir se déplacer. Alors que ce soit en utilisant les axes routiers qu'on a déjà, qu'on va devoir adapter parce qu'il va y avoir juste plus de voyagement, ou que ce soit de l'extérieur de la région, donc on va devoir penser au transport en commun aussi. Alors, ce dossier-là est également rattaché à l'hôpital aussi, qui est un autre enjeu qu'on travaille à la Chambre aussi, au niveau du transport. On parle également d'un troisième enjeu sur lequel on travaille, une troisième priorité à la Chambre, formation. Arriver avec des programmes de formation qui sont adéquats, qui représentent bien les besoins de nos entreprises de la région. Si on a des travailleurs qui sont formés dans la région, sont plus susceptibles de travailler dans la région. C'est d'augmenter l'offre de formation, de faire en sorte que l'offre de formation soit davantage arrimée sur les besoins de la région. Encore une fois, ça aussi, ça nous ramène à l'hôpital, au dossier de l'hôpital. Ça explique bien, je pense, pourquoi on se préoccupe et qu'on travaille en collaboration avec les gens de la santé publique pour l'arrivée de l'hôpital.
Mathieu Miljour, va falloir arrêter ça. Ça fait déjà 57 minutes qu'on se parle. Mais je pense qu'on a fait un beau tour de tous les défis, tout ce qui se passe avec la Chambre de commerce. Fait que, merci beaucoup de ta présence. Merci à toi. En fait, j'ai apprécié l'exercice. C'était très intéressant. Puis, en fait, tous les gens qui auraient encore des questions auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu aujourd'hui, toi et moi, là, je les invite à communiquer avec nous à la Chambre. Là, ça va nous faire plaisir de leur en parler davantage, de leur dire comment est-ce qu'on peut justement travailler pour eux, comment est-ce qu'ils peuvent nous appuyer aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi.